qu'est-ce qu'on utilise pour intercepter d'autres aéronefs avec nos appareils? En particulier à l'époque, je me souviens des missiles Mika. Le missile Mika, il coûte 600 000 euros l'unité, hein. Les drones que la Russie a envoyés coûtent 20 fois moins cher. Donc ça veut dire que pour abattre ces drones, on utilise des missiles qui coûtent 20 fois plus cher que le drone lui-même. Et ça, c'est un vrai trou dans la raquette. Et pour cette analyse, nous retrouvons notre partenaire du jour, Régis Le Sommier. Bonjour Régis et merci d'être avec nous. Bonjour Liselotte. Alors, nous sommes ravis de vous avoir ce matin puisque c'est le nouveau sujet géopolitique du moment, cette violation de l'espace aérien polonais par des drones russes. Alors, est-ce que on assiste aux prémices d'un conflit qui va s'étendre à l'Union européenne? On va en discuter, mais avant ça, peut-être on pourrait commencer par faire le point donc, sur cette affaire de drone. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez bien le terrain, vous connaissez bien les armes, vous avez évolué dans les deux camps, y compris beaucoup dans le camp russe. Vous connaissez un peu leur mentalité. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors personnellement, je vous ai préparé un papier qui revient un petit peu sur les différents points. J'ai du mal à me formuler une idée, à dire c'est complètement stupide de dire que les Russes ont fait ça délibérément, d'autant que les avis sont partagés et en même temps on voit pas très bien ce qu'ils chercheraient à faire s'ils l'avaient fait délibérément. Donc voilà quoi. Alors ce que je me suis basé sur notamment ce qui est intéressant dans ce qui a pu être dit, c'est de voir d'abord l'aspect médiatique, politique de l'événement, et puis de reprendre un petit peu ce que disent les uns et les autres. Et en premier lieu, les Américains qui sont quand même ceux qui ont les moyens de surveillance de ces espaces aériens grâce à leurs satellites les plus élaborés, les plus fiables. Et je suis tombé sur cette déclaration hier soir du secrétaire d'État Marco Rubio, juste avant son départ pour Israël. Il disait il ne fait aucun doute que ces drones ont été envoyés de manière intentionnelle. La question reste de savoir s'ils avaient pour objectif la Pologne, spécifiquement si c'est le cas, il s'agit indéniablement d'une escalade, mais il existe d'autres hypothèses. Ça, c'est le secrétaire d'État américain. Et je pense que nous devons regarder les faits, s'entretenir avec nos alliés avant de faire quoi que ce soit. Cette déclaration fait écho, alors il décrit quand même l'incident comme inacceptable et dangereux, mais pas comme délibéré. Et Donald Trump lui-même est allé plus loin en suggérant qu'il s'agissait peut-être d'une erreur. Ce à quoi Varsovie a répondu qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. Et la Pologne a rejeté l'hypothèse notamment d'une déviation accidentelle des drones qui aurait pu être provoquée par le brouillage électronique de la défense antiaérienne ukrainienne. Donc on est vraiment dans la nouvelle configuration où le drone, non seulement sur le champ de bataille, devient un élément fondamental, on l'a déjà décrit à plusieurs reprises sur ce plateau, mais le drone est au centre maintenant on va dire, des tensions entre pays à travers cet exemple. Alors les Polonais, eux, sont vraiment inquiets, donc ils ont enregistré 19 violations de leur espace aérien dans la nuit du 9 au 10 septembre et ça a poussé le Premier ministre Donald Tusk à invoquer l'article 4 de l'OTAN, pas l'article 5, l'article 4 ouvrant simplement une consultation avec les autres membres de l'Alliance. Alors, qu'est-ce que les Russes ont dit? Alors de leur côté, les Russes ont déclaré qu'ils avaient attaqué cette nuit-là des entreprises militaires ukrainiennes dans les régions d'Ivano-Frankovsk, de Remilski et de Jitomir, mais qu'aucun objectif visé ne se trouvait en Pologne. Et ils ont dit qu'ils étaient prêts à s'entretenir avec les Polonais à ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est que les Russes ne nient pas la possibilité que leurs drones soient rentrés en Pologne. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que tout ça est à mettre en contraste, donc ce que disent les Russes, ce que disent les Américains, avec un certain nombre d'experts. Vous savez, il y en a bien de chez nous, des Michel Goya et autres, qui ont publié une tribune dans le journal Le Monde, qui explique que ce n'est pas un incident, c'est un test délibéré des défenses européennes et un avertissement
glaciale. Alors je cite ces experts, vous allez voir que c'est très intéressant. L'ampleur de cette intrusion ne doit rien au hasard. Depuis juillet, des cartes SIM polonaises et lituaniennes équipent les drones russes abattus en Ukraine. Vous savez, les drones se connectent aux réseaux locaux pour continuer et pour assurer leur plan de vol. Et quand ceci est perturbé, ils se perdent. Mais là, en l'occurrence, donc d'après ces experts, il y aurait eu des cartes SIM polonaises et lituaniennes. Cette découverte, écrivent-ils, révèle une préparation méthodique. Moscou programme ses engins pour se connecter au réseau de télécommunications européen, transformant chaque drone en capteur d'information, identification des installations de défense, stations de radar utilisées, analyse des protocoles et temps de réaction des forces de défense anti-aériennes européens. Le Kremlin ne se contente plus de frapper l'Ukraine, il cartographie nos vulnérabilités. Alors, tout ça est très beau, mais là où on peut s'étonner, c'est l'étendue de leurs connaissances qui semble être supérieure à celle des Américains, qui, on l'a vu dans la bouche de Marco Rubio, doutent encore du caractère intentionnel de l'attaque. Je cite encore cette tribune. L'absence d'explosifs sur plusieurs de ces drones confirme l'hypothèse d'une mission de reconnaissance coïncidant avec les exercices militaires russo-biélorusses Zapat 2025. Cette opération s'inscrit dans une stratégie d'intimidation progressive. Poutine teste notre seuil de tolérance à 3 jours de manœuvre qui simule précisément ce type d'agression et dont le nom seul est significatif, Zapat, qui en russe veut dire l'Ouest. Conclusion de ces experts, il faut protéger l'Ukraine en établissant un bouclier anti-aérien sur le pays. Autant dire, nous précipiter dans un troisième conflit mondial. Alors, les Russes sont-ils en train de tester l'OTAN, l'Europe, Trump, leurs relations avec l'Amérique? Tout ça à la fois, sommes-nous à la veille d'une escalade majeure dans ce conflit? Il est clair que les attaques aériennes sur l'Ukraine se sont intensifiées ces semaines dernières, notamment avec des nombres records à chaque fois de drones lancés sur les villes ukrainiennes, sur les installations militaires, je le précise. Elles visent aujourd'hui les industries de défense et ces installations militaires. Pourquoi les industries de défense ukrainiennes sont particulièrement visées? Parce que la production nationale ukrainienne en armement s'est considérablement développée à mesure que la guerre avance. Alors, il faut rajouter à ça un autre incident qui s'est produit ce week-end. Un drone russe a été signalé comme ayant franchi l'espace aérien roumain, provoquant évidemment une vive réaction des autorités de Bucarest. Il faut noter quand même que c'est pas la première fois qu'un drone russe pénètre dans l'espace aérien roumain. Ce n'est pas non plus la première fois qu'il y a une alerte en Pologne. En 2023, des restes d'un missile S-300 ukrainien qui était venu intercepter un autre missile russe sont retombés sur la Pologne, tuant 2 Polonais dans un village. À l'époque, ça avait déjà suscité un émoi avant que les Polonais eux-mêmes calment le jeu. Alors, on va donc ce qu'il faut noter, c'est que par rapport à ça, l'OTAN a décidé donc de renforcer la défense du flanc oriental de l'Europe. Et les États-Unis se sont engagés aussi à défendre chaque centimètre carré de leur allié. On a décrété l'opération Sentinelle orientale après l'incursion des drones en Pologne. Alors tout ça ne fait pour autant pas une 3e guerre mondiale. Pour ce qui concerne la France, vous allez voir, c'est intéressant. Emmanuel Macron a annoncé vendredi l'envoi de 3 Rafales pour contribuer à la protection de l'espace aérien polonais. Et ce qui est intéressant dans cette déclaration, c'est quelque chose qui m'a interpellé parce que le 8 mars 2022, au début de la guerre, pour le Figaro Magazine, j'avais embarqué à bord d'un Boeing C-135 ravitailleur de l'armée de l'air pour la Pologne. Et pendant 8 heures, nous avions ravitaillé 2 Rafales en provenance de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan et qui assurait la surveillance de l'espace aérien polonais face à la Biélorussie à l'est, Kaliningrad au nord. Et donc c'est intéressant parce que je me suis dit, Emmanuel Macron nous fait comme si l'envoi de 3 Rafales était quelque chose de nouveau et que ça y est, on musclait les... En fait, cette mission à laquelle j'avais participé comme journaliste auprès
des forces de l'armée de l'air française, avec ses pilotes de Rafale, eh bien, finalement, est-ce que on rajoute un Rafale aux deux qui régulièrement assurent ces missions avec d'autres partenaires européens, on se relaie pour surveiller cette frontière. Donc il n'y a pas vraiment de contribuer à la protection de l'espace aérien polonais, on le fait déjà depuis 3 ans. Donc là encore, une fois, Emmanuel Macron se paye de mots. Alors j'ai posé la question à un expert que je trouve des plus chevronnés, parce qu'il a été lui-même pilote, c'est Bruno Clermont, le général Clermont, qui est l'expert militaire pour CNews, et je lui ai demandé qu'est-ce qui différait dans l'annonce d'Emmanuel Macron par rapport à ce genre de mission. Est-ce que finalement on rajoute un Rafale, c'est tout? Alors il m'a répondu ceci. Sur mon compte LinkedIn, la difficulté technique, dit-il, reste l'interception de drones lents, pas faciles à détecter, avec des faibles signatures thermiques et radars. Et surtout, sans un armement low cost adapté. C'est ça la vraie nouveauté. On est, dit-il, autant dans la gesticulation politique que militaire. Autre différence par rapport à 2022, où les Rafales opéraient à partir de la France avec ravitaillement en vol, cette fois-ci ils sont déployés en Pologne. Cela renforce le signalement stratégique et augmente de facto la capacité d'interception. Mais si vous voulez, en gros, c'est le même type de mission. Et je lui ai demandé aussi si on avait un armement adapté contre ces drones. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on utilise pour intercepter d'autres aéronefs avec nos appareils ? En particulier à l'époque, je me souviens des missiles Mika. Le missile Mika, il coûte 600 000 € l'unité. Hein. Les drones que la Russie a envoyés coûtent 20 fois moins cher. Donc ça veut dire que pour abattre ces drones, on utilise des missiles qui coûtent 20 fois plus cher que le drone lui-même. Et ça, c'est un vrai trou dans la raquette. Il me dit, ce problème, l'armement reste à concevoir. Le problème concerne tous les chasseurs du monde. L'incapacité, il faut y rajouter, dit-il, l'incapacité des systèmes high-tech high cost comme les Patriotes ou les S-400 à intercepter ces objets saturants lancés en meute. C'est typiquement ce que font les Russes avec les drones Geran et dans tous les domaines. Il s'émeut aussi de l'ahurissant défilé militaire chinois à Pékin. La guerre, dit-il, devient à la fois low cost et high tech dans des domaines élargis jusqu'à l'espace et le cyber. Voilà. Alors, conclusion de cet édito, si les Russes ont agi de manière intentionnelle, ils l'ont fait à mon sens, autant pour tester nos réactions, et lorsqu'on écoute les Américains, celles-ci sont loin d'être unanimes, que pour faire planer le doute sur leur intention réelle, et sans doute aussi pour répondre quelque part aux Européens. Après tout, de notre côté, on a un président, Emmanuel Macron, pour ne pas le citer, qui parle sans cesse d'envoyer des troupes en Ukraine, ce que les Russes considèrent comme un casus belli. Cela suffit à nous faire prendre conscience que si les Russes sont en guerre depuis 3 ans et demi, nous ne l'avons pas été depuis fort longtemps et qu'il s'agirait de se réveiller sur la question de notre défense. Et là, je cite pour terminer le magazine Challenge ce week-end qui interviewait le général Philippe de Villiers, l'ex-chef d'état-major des armées, qui disait « La France est désarmée et la guerre arrive ». Merci Régis pour cet édito. Et effectivement, là, ce qu'on peut analyser, c'est la réponse à cette violation, qu'elle soit intentionnelle ou pas, n'est pas équilibrée. C'est-à-dire que soit dans un cas, la Russie veut réellement tester notre capacité de réponse, et dans ces cas-là, on est bien en deçà de ce qu'il faudrait, soit c'est une pure erreur technique, et dans ces cas-là, la prudence qui devrait être recommandée n'est pas du tout dans le logiciel d'Emmanuel Macron. Non, c'est vrai, et on peut remarquer par contre que les Américains font preuve, eux, de retenue, attendent d'avoir tous les éléments, et comme je le disais en introduction, si les Américains ont les éléments, c'est évident, donc ça veut dire que même les Américains, quelque part, n'y croient pas, enfin en tout cas, doutent. C'est difficile à dire. Est-ce qu'il ne pourrait pas entretenir ou afficher ce doute simplement pour soigner les relations entre Vladimir Poutine et Donald Trump qui ont tendance à se détériorer? Oui, mais ces derniers temps, on voyait quand même qu'ils arrivaient à se retrouver, à discuter au moins.
Oui, alors elles sont pas non plus extraordinaires, tout simplement parce que Donald Trump n'a pas la main. Donald Trump n'arrive pas à imposer à Vladimir Poutine une paix. En tout cas, que Vladimir Poutine se dérobe à chaque fois, tout simplement parce que sur le terrain, ses troupes avancent et il ne cherche qu'à gagner du temps. Et ça, Donald Trump commence à s'en rendre compte. Simplement, je pense que Donald Trump ne veut pas non plus commettre l'irréparable, c'est-à-dire aller vraiment dans une confrontation directe. Il étudie des sanctions. Alors, comme souvent, Donald Trump, quand il n'arrive pas à quelque chose contre les Russes, il s'en reporte soit sur le président Zelensky, soit sur les Européens. On se souvient que lors de la réunion à Paris la semaine dernière de la fameuse coalition des volontaires autour d'Emmanuel Macron, cette coalition réunie avait appelé Donald Trump. Et la réunion s'était très mal passée parce que Donald Trump avait accusé l'Europe notamment de continuer à acheter du pétrole à la Russie, ce qui est vrai pour la Slovaquie et la Hongrie notamment, mais surtout de refuser de sanctionner la Chine pour le fait que la Chine écoule du pétrole. Alors les États-Unis tergiversent, l'Europe tergiverse sur comment faire. Alors les États-Unis ont décidé de frapper l'Inde pour la punir d'écouler le pétrole russe, mais là, il s'interroge sur le fait qu'il faudrait peut-être aussi le faire vis-à-vis des Chinois, parce que ce sont les Chinois qui écoulent le plus de pétrole russe. Et Donald Trump demande aux Européens de se joindre à lui. Et il dit, les Européens ne font pas assez. Le problème, c'est que s'attaquer à la Chine, on sait très bien que la Chine a des moyens de rétorsion du point de vue économique, et que nos économies sont liées aussi à celles de la Chine, donc on peut pas aller jusqu'au-delà d'une certaine limite. Et donc, tout ça montre de la part de Trump une certaine frustration, de la part des Européens finalement des réponses qui sont assez contrastées face à cette situation, et puis les Russes finalement savent que pour le moment il n'y aura pas de conséquences et que en dépit ils ont commencé leurs exercices militaires avec la Biélorussie. Là la Pologne vient d'accorder l'entrée des troupes de l'OTAN sur son territoire pour des exercices militaires, donc c'est exercice militaire contre exercice militaire. Évidemment, ça fait monter les tensions. Les drones, ça fait partie aussi de la montée des tensions. Pour le moment, moi, je ne vois pas de troisième guerre mondiale débuter. Je pense pas qu'on soit dans cette perspective. Mais en tout cas, c'est toujours les choses ne s'arrangent pas et la situation en Ukraine, elle continue à se dégrader sur le front. Vous nous disiez évidemment que les États-Unis, les Américains ont les informations concernant cette histoire de drone. C'est quand même assez effarant de réaliser que nous sommes plus proches, ça concerne notre territoire, et donc ce que vous sous-entendez, c'est que nous, Européens, les Français n'en parlons pas, n'avons pas ces informations. Une fois de plus, cette crise, elle révèle l'état lamentable dans lequel se trouve notre renseignement, notre armée, et ensuite évidemment notre puissance diplomatique. Alors, on n'est pas complètement nul non plus sur le renseignement. On a quand même des capacités, on a quand même des moyens. Maintenant, par rapport à ce que les Américains sont capables de développer et le renseignement qu'ils ont pu fournir à toutes les étapes de la guerre aux Ukrainiens, c'est sûr qu'on ne peut pas rivaliser avec eux. Ils ont des capacités de surveillance satellitaire, de cartographie des divers fronts. Ils sont capables de détecter le moindre aéronef qui circule et de renseigner, et ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, c'est ils ont beaucoup renseigné les Ukrainiens sur les intentions des Russes et sur ce que les Russes faisaient, et donc de ce point de vue-là, ils représentent une pièce essentiel du dispositif. Mais ce qui est intéressant dans votre remarque, c'est que oui, c'est aussi cette phrase de Pierre de Villiers, la France est désarmée et la guerre arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on subit, on se rend compte des ravages qu'ont fait 40 ans de réduction des budgets de la défense, sorte de variable d'ajustement quand on ne pouvait pas
pas touché à d'autres budgets comme celui de l'éducation ou d'autres, on reniait toujours, Bercy rognait toujours sur la défense. Alors que bien évidemment, c'est pas à l'éducation qu'il fallait rogner, mais bon. Non, et c'est pas l'éducation, certainement pas. Mais si vous voulez, il y a des budgets qui sont sanctuarisés. Et la défense, comme ça représente une armée professionnelle qu'on appelle la Grande Muette, personne n'allait trop dire grand-chose. Sauf que le même Pierre de Villiers, c'est pour ça aussi qu'il est intéressant d'avoir son avis. Lui avait pour parler de façon triviale, ouvert sa gueule, et il avait été limogé par Emmanuel Macron. Donc, c'était pas la faute d'Emmanuel Macron. Hein. La défense a été réduite de façon considérable sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande. Bref, c'est 40 ans de réduction de budget, et aujourd'hui, on s'aperçoit que pour mener une guerre, on va dire conventionnelle, de haute intensité, on a beau avoir une armée excellente qui est la plus grande d'Europe, mais on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas les stocks qu'il faut, nos hangars sont vides. C'est en substance ce qu'avait dit le général Thierry Burkhardt à Emmanuel Macron en quittant son poste de chef d'état-major des armées. Il faut tout reconstruire à cause justement de ces politiques. On peut se demander finalement si ça serait pas mal de faire notre autocritique plutôt que de fanfaronner et de dire oui, on est capable. Non, actuellement, face à une guerre comme ça contre la Russie, il est évident qu'on n'est pas capable. On peut faire des choses, on a des points très forts, des points sur lesquels on est bon, mais on n'a pas mené, ça c'est le constat principal, on n'a pas mené ce type de guerre, et la guerre des drones en particulier n'est pas une guerre pour laquelle on est entraîné. On a été très tardif en France avant de développer nos propres drones, on ne les a même pas encore complètement. On a dû acheter des drones américains quand on était en Afrique, des Reaper. On a longtemps été dépendant des États-Unis, et aujourd'hui malheureusement la tournure que prennent les choses du point de vue européen, c'est qu'on s'engage à acheter des armes américaines. Ouais. Donc on est à nouveau... Et encore, faudrait-il qu'on ait l'argent pour ça, parce qu'en parallèle, on nous explique que les caisses sont vides. Donc, Bien sûr, et on est vassalisé complètement par les Américains avec ce contrat qui a été signé par Ursula von der Leyen avec Donald Trump. Donc, une fois de plus, les Américains nous méprisent et en plus nous vassalisent. Donc, on est contraint d'acheter leurs armes et de ne pas développer notre industrie de défense. Donc là, voilà, on est encore une fois dans une situation où ça ne risque pas de changer fondamentalement. Et alors justement, vous mentionnez Ursula von der Leyen, est-ce que notre incapacité française justement à produire des armes et à peut-être remettre en état de marche notre armée qui, comme vous le disiez, est quand même nombreuse, à de bons points, mais qui se retrouve probablement assez dénuée de moyens techniques et d'armement, est-ce que la solution, ce serait pas de se tourner vers cette fameuse armée européenne ? Alors, oui, l'armée européenne, encore faut-il voir autour de qui elle s'organise. Les Allemands ont décidé, eux, d'augmenter de façon très substantielle le budget de la défense, mais il s'avère qu'ils font face à un obstacle principal, c'est-à-dire ils vont être capables de produire les armes, mais il leur manque les soldats. Les motivations des Allemands aujourd'hui pour aller faire la guerre, ou en tout cas s'engager dans l'armée, ne sont pas évidentes, et l'armée allemande a des problèmes de recrutement. L'armée française aussi, c'est pareil. Il faudrait que, encore une fois, je vous dis, c'est une armée qui, pendant toute la période de notre intervention en Afrique, avait plutôt, on va dire, et ça c'est les soldats avec qui je parle qui me l'indiquent, c'est que aujourd'hui, quand on veut voir du pays, partir, vous voyez, tout ce que la vocation militaire offre, on n'a plus de déploiement en France comme on avait en Afrique à l'époque, où faire des OPEX était quelque chose d'intéressant, c'était motivant, donc il faut à nouveau, on est dans un double paradoxe, c'est-à-dire qu'on a besoin d'augmenter nos budgets, et ça c'est fait, hein. On peut pas dire que Sébastien Lecornu là-dessus était complètement nul. C'est un des ministres les plus efficaces, en tout cas qu'on ait eu dans le gouvernement Macron. On peut penser qu'il va poursuivre l'effort maintenant qu'il est Premier ministre, mais à chaque fois tout ça c'est
trop peu, trop tard. Et aujourd'hui, si on voulait rivaliser ou pouvoir finalement impressionner les Russes, il faudrait qu'on ait l'armée qu'on aura peut-être dans 5 ans. Et de ce point de vue-là, on a l'armée qu'on a. On n'a pas l'armée qu'on souhaiterait avoir. Et on peut continuer à tourner autour du pot, à faire des menaces ou à parler d'envoyer des troupes. Tout ça, finalement, n'est que de la gesticulation. On se paye de mots et on n'est plus face aux réalités en fait. On vit dans une sorte de réalité parallèle avec un président qui n'a plus, on va dire, les coudées franches à l'intérieur et donc du coup se consacre énormément aux affaires internationales, veut peser, veut marquer l'histoire, veut être aux côtés de l'Ukraine. On peut très bien être aux côtés de l'Ukraine en étant réaliste et quand on est justement dans une position où on essaye d'établir un processus de paix, d'ouvrir des négociations, ne pas faire comme Emmanuel Macron fait, c'est-à-dire proposer des choses qui sont inacceptables pour la partie d'en face, c'est-à-dire les Russes, et puis parler de paix, souhaiter la paix pour faire plaisir à Donald Trump. Parce que c'est un peu ça le jeu aujourd'hui, et c'est aussi ce que pratique Volodymyr Zelensky, mais Volodymyr Zelensky, c'est son pays qui est concerné. C'est plus compréhensible. Moi, je ne comprends pas une grosse partie de l'attitude d'Emmanuel Macron qui semble, à la différence d'autres puissances en Europe, y compris l'Allemagne, l'Italie, même la Pologne, qui ont dit qu'il n'était pas question d'envoyer des troupes et que pour le moment on se contenterait de fournir du matériel, d'armer l'Ukraine, d'aider l'Ukraine au maximum. Mais l'idée des troupes n'est pas voilà. Et avec Emmanuel Macron, ça revient de façon systématique, avec à chaque fois évidemment des réactions russes qui sont extrêmement hostiles. Sur ce choix de nommer un ancien ministre des Armées, donc Premier ministre, est-ce que c'est un message envoyé aussi par Emmanuel Macron de façon assez discrète, mais voilà, dire j'ai quand même mon ministre des Armées qui monte d'un cran? Oui, et c'est évident que y a voilà une prise en considération de la partie militaire à travers cet exemple et donc oui, face à des temps incertains, des temps où la France a besoin d'être rassurée, où elle a besoin de se défendre, d'avoir mis quelqu'un qui sait on va dire qui a pris à bras le corps la question du budget des armées, la question des armées, la question de leur pertinence dans la société d'aujourd'hui et de ce qu'elles représentent en France, en fait le promouvoir comme Premier ministre. Évidemment, on est plutôt sur un bon signe. Maintenant, ça ne fait pas tout. En même temps, un signe assez guerrier et un bon signe que Emmanuel Macron prend les choses au sérieux, essaie de prendre les choses en main sur le plan des armées, encore une fois. Mais d'un autre côté, le message guerrier est peut-être pas des plus rassurants. Non, alors le message guerrier n'est peut-être pas des plus rassurants. Moi, je pense ce qui est essentiel, c'est la défense du pays. Je pense que on s'est rendu compte à travers cette guerre que finalement, à force de reculer et de rogner ses budgets, eh bien, on se retrouvait relativement fragilisé en fait. Même si on a l'arme atomique, même si on a une formidable armée de l'air, même si on a des forces spéciales ultra entraînées et même des troupes classiques aussi ultra entraîné, tout ça finalement est quand même un squelette assez fragile et il nous faudrait beaucoup plus. Donc là, ce signe-là, il est bon à mon sens. Maintenant, si c'est pour que Sébastien Lecornu, bon petit soldat de la Macronie, comme il a toujours été, ou dernier fusible de cette même Macronie, comme le dit Marine Le Pen, qui prédit d'ailleurs sa censure très proche, ou en tout cas la censure inéluctable du gouvernement Lecornu, on se retrouve dans un voilà on ne sait pas, mais en fait, avec la position d'Emmanuel Macron aujourd'hui, je pense que tout est fragilisé par cette fameuse dissolution. On aura beau mettre un ministre de la Défense, Premier ministre, ça ne va pas résoudre les problèmes internes en France, ça ne va pas arrêter le blocage, ça ne va pas finalement, et ça pousse ce président à continuer une sorte de cavalier seul,
sans qu'il soit vraiment, on va dire, contrarié, parce que ce dont on se rend compte au bout de 3 ans et demi de guerre en Ukraine, et après les différents paquets de fournitures d'armes, etc., à l'Ukraine, de fournitures diverses faites par la France, c'est que à aucun moment le Parlement n'a été consulté sur ces domaines-là, et que Emmanuel Macron agit comme si décrète 3 milliards d'aides supplémentaires, etc., sans que personne n'ait rien à redire. Or, aujourd'hui, le même Emmanuel Macron, si on suivait à la lettre l'esprit de la Ve République et de cette Constitution de 1958, aurait dû remettre son mandat, pas remettre son mandat en jeu, puisqu'il ne peut plus se représenter, mais en tout cas démissionner à partir du moment où il a été désavoué après la dissolution décidée par lui seul. Donc si on s'en réfère au principe et à l'esprit de la Constitution de la Ve République, le fait que Emmanuel Macron persiste à occuper ce poste sans majorité, sans même une véritable cohabitation, puisque c'est pas ce qui s'est passé avec Mitterrand ou avec Chirac. On est dans une configuration totalement différente. On est que la présence d'Emmanuel Macron ne permet pas aujourd'hui de dégager une majorité. Donc il n'y a pas véritablement d'action. On a des gouvernements patchwork. On a des gouvernements finalement qui sont dépendants des partis du RN ou de LFI et qui menacent de se faire censurer et qui ont été censurés par 2 fois. Et donc on arrive à un président qui a consommé le plus de premiers ministres de toute l'histoire de la Ve République, et ça risque de se reproduire à nouveau. Donc il y a peut-être un petit travail à faire. Je sais que c'est pas facile au niveau de l'ego avec Emmanuel Macron, mais il y a peut-être un petit travail à faire en me disant suis-je à la bonne place pour le bien du pays, tout simplement. Ma présence bloque. Certes, j'ai été réélu par les Français. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais là, aujourd'hui, non, ça n'est plus. Il faut que les Français retournent aux urnes, il faut que les Français dégagent soit un homme, soit en tout cas un parti au niveau législatif. Et de ce point de vue-là, la présence d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, interroge à la présidence. Ouais. On imagine assez mal la population française s'engager effectivement dans un conflit sur ordre d'Emmanuel Macron, alors qu'il a à peine 15% de popularité aujourd'hui. Oui, il y a ça aussi. Il y a la question de sa popularité, il y a la question de la représentation, il y a la question finalement de ce cavalier seul où on a un président qui est sur des positions très ultra, qu'il partage sans doute avec Volodymyr Zelensky, qu'il aime beaucoup. Mais tout ça ne fait pas une politique ni intérieure ni internationale. Et là aujourd'hui, on est face à un vrai dilemme. Et je dis voilà, moi c'est cette position d'Emmanuel Macron interroge. On va voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, parce que je vous dis, j'écoutais Marine Le Pen hier. Il semblerait que la survie du gouvernement Lecornu ne soit pas garantie du tout, avec des menaces de censure a priori dès maintenant. Oui. Justement, puisqu'on parle rapidement du Rassemblement national, si jamais, au moins aux prochaines présidentielles, la situation se renverse, alors il y a aussi un scénario où la gauche l'emporte, mais a priori, je pense qu'on peut déjà imaginer qu'Emmanuel Macron, c'est fini. Est-ce que vous pensez que le Rassemblement national qui envisage la conquête de ce rôle présidentiel serait à la hauteur de la crise en Ukraine ? Bah écoutez, les positions du RN sur la crise en Ukraine sont, je dirais, assez contrastées entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. On sent qu'il n'y a pas tout à fait le même logiciel. Alors les deux vous expliqueront que non, ils sont tout à fait d'accord, etc. Mais on sent que au niveau de la prise de conscience de ce conflit, il y a eu, je dirais, de la part de Marine Le Pen, une certaine expérience politique qui a fait que les propos et la position de Marine Le Pen me paraît assez solide dans le fait que oui, il faut défendre l'Ukraine, mais pas au prix d'une 3e guerre mondiale,
ne pas chercher l'escalade, rechercher la paix et la négociation. Et puis du côté de Jordan Bardella, on est plus, alors c'est peut-être la fougue de la jeunesse, mais en tout cas défense de l'État, de la souveraineté de l'Ukraine, avec des propos qui me semblent un peu, et je dirais qui pas très réaliste et en tout cas pas, à mon avis, en phase avec ce qui se passe sur le terrain. On est sur des choses très théoriques, l'agression, finalement, des positions qui peuvent rejoindre un peu celles d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qui me semblent un petit peu déconnectées. Alors après, les uns et les autres diront, oui, je pense qu'il faudra qu'il s'entoure de personnes efficaces, de personnes qui travaillent et de personnes qui bossent ces dossiers-là, parce que c'est très complexe. L'avenir de l'Europe se joue là-bas, en effet. Il y a aussi la question de notre dépendance vis-à-vis des États-Unis, de ce qui a été signé par Madame von der Leyen, de cet abandon supplémentaire de souveraineté au profit des États-Unis et de leur économie, et que nous ne sommes pas qu'un marché. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à pouvoir expliquer à Donald Trump. Mais je pense que si le RN arrive au pouvoir, même si on sait que Marine Le Pen n'est pas spécialement proche de Donald Trump, qu'il avait plutôt battu froid quand elle s'était présentée à New York à la Trump Tower. Elle n'avait pas été reçue par Donald Trump, donc il n'y a pas véritablement d'atome crochu, mais néanmoins il y a quand même en théorie une philosophie de pensée, enfin une philosophie politique, on va dire, qui se rapproche. Et là il y a quand même des ponts à tisser entre ce mouvement, on va dire, souverainiste international qui vient bousculer les préceptes du globalisme et de tous les méfaits que cette idéologie, quand je dis globaliste, je dis woke, je dis il y a tout dedans. Mais aujourd'hui, on sent vraiment que les peuples sont en train de se réveiller. Le RN doit aussi se secouer parce que il a longtemps incarné le peuple qui se réveille, mais à travers les urnes. La démonstration qu'ont fait les Anglais ce week-end est là pour nous montrer que la rue aussi est importante. Le RN ne doit pas la laisser à LFI ni simplement aux gauchistes, qui représentent d'ailleurs une frange marginale de la population. Et les ouvriers, les cadres moyens, les artisans, c'est le RN aujourd'hui. Les paysans, c'est le RN. Le RN aujourd'hui a pris la place, une grosse place occupée par la gauche autrefois. Il a sa particularité. Il n'est pas libéral comme l'est Donald Trump, mais en tout cas, je pense qu'il y a un dialogue à faire qui permettra au RN, à mon avis, de se conforter une fois qu'il arrivera au pouvoir. Merci Régis Le Sommier pour toutes ces analyses. On espère quand même que les choses évolueront vers la paix, mais de toute façon, on continuera à en discuter avec vous. On vous retrouve lundi prochain. Bonne semaine. Merci beaucoup.